7 mars 2019, il est 6h30 minutes. Il fait un soleil radieux sur le Grand Montréal. Mon nom est Sarah Villemer et je vous souhaite la bienvenue à votre émission matinale Debout Montréal sur les ondes du 98.5 FM. Habillez-vous chaudement ce matin car la température indique un moins 15 degrés Celsius avec un temps ressenti de moins 19 degrés sur le Grand Montréal, mais le soleil sera de la partie aujourd'hui. Les degrés vont grimper ce soir et cette nuit pour atteindre moins 3 degrés Celsius sous le soleil pour la journée de demain. En circulation, tous les traversées de la Rive-Sud sont recommandables sur toute la longueur. Aucun retard à signaler pour l'instant, sauf un léger ralentissement sur la 15 Nord à la hauteur de Décarie en raison d'un incident. Redoublez donc de patience. Aujourd'hui, en manchette, William sur la scène politique. Tout d'abord, le patron de la Sûreté du Québec, Martin Prudhomme, a été suspendu. Et hier, Gerald Butts, l'ex-secrétaire principal de Justin Trudeau, témoignait sur l'affaire SNC-Lavalin. Un rapport a été publié hier par l'Institut de la statistique du Québec concernant l'exode des Montréalais. On en parlera un petit peu plus tard à l'émission avec le porte-parole de la Ville de Montréal en matière d'urbanisme, Maxime Sarrazin, pour nous éclairer sur le sujet. Ibsen, au sport. Un match difficile en vue pour le Canadien ce soir. Je suis très heureuse de vous retrouver en ce beau jeudi matin, mais aussi très heureuse de retrouver mes fidèles collaborateur, William, Ibsen, bon matin. Bon matin, Sarah. Fidèle à nos habitudes, on va démarrer la journée du bon pied. Puis j'aimerais ça savoir la nouvelle, dans le fond, qui a bien ensoleillé votre journée. William, je sais que tu es un grand lecteur. C'est ça. Là, ma bonne nouvelle, c'est aussi une recommandation lecture. C'est un ancien livre qui est sorti en 2016. Ça s'appelle Le Plongeur. C'est l'histoire de quelqu'un qui travaille en cuisine et qui a des problèmes de jeu. Un roman québécois assez sombre, mais un excellent roman que je vous conseille. Donc, je présume que tu vas nous en faire la chronique prochainement. La semaine prochaine, probablement. Ibsen, de ton côté, tu as pris les grands moyens pour contrer l'hiver québécois? Je me suis effectivement procuré une souffleuse. J'étais tanné. J'étais à la quincaillerie du coin. J'étais tanné, vous le savez. Là, je suis tanné d'attendre après la ville pour le déneigement. Alors, j'ai pris les choses dans mes mains, puis tu as pris les choses au sérieux. Et William, on va prendre le numéro d'Ibsen en note, parce que dès la prochaine tempête de neige, on va l'appeler pour qu'il déneige notre entrée. Hein? Avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Maintenant, messieurs, passons aux choses sérieuses. William, patron de la SQ, suspendu hier. Donc, c'est ça. Hier, Geneviève Guilbeault, la ministre de la Sécurité publique, a suspendu Martin Prudhomme, le patron de la Sûreté du Québec, pour une durée indéterminée. C'est une histoire qui est assez floue. Tout ce qu'on sait, c'est que Martin Prudhomme aurait commis des infractions criminelles. Et ce qu'on pense, c'est que ça pourrait avoir un lien avec l'affaire Guy Ouellet et les fuites d'informations concernant certaines enquêtes de l'unité anticorruption, l'unité de police anticorruption. On sait que Martin Prudhomme était ami de Guy Ouellet. Donc, peut-être qu'il y a de l'information qui s'est transmise par là. Du côté de Martin Prudhomme, par contre, on dit que c'est une chasse aux sorcières, qu'il n'y a jamais eu de tel transfert d'informations qui s'est produit. Donc, c'est une histoire qu'on va suivre, là, qui va probablement avoir des répercussions dans les prochains jours. Pour l'instant, c'est très flou. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il est suspendu pour une durée indéterminée. Très flou, effectivement. On va suivre ça de près, mon cher. Sinon, du nouveau dans l'affaire SNC-Lavalin. Donc, hier, Gerald Butts, qui était l'ex-secrétaire principal de Justin Trudeau et qui a démissionné durant le scandale, a témoigné devant la Chambre. Et il a essayé de relativiser, de calmer le jeu un peu au niveau de la situation en expliquant que, oui, peut-être qu'on avait beaucoup parlé de ce dossier-là dans le cabinet, mais il dit que pour un dossier qui pourrait sauver ou faire perdre 9000 emplois, on n'en a pas parlé tant que ça. Et il voulait aussi dire que lorsque Jody Wilson-Raybould est passé de la justice aux anciens combattants, c'était pas vraiment une punition, c'était parce que le ministre du Conseil du Trésor, Scott Bryson, est parti. Donc, Justin Trudeau a dû remanier son cabinet. Et ça l'a fait ça que Jody Wilson-Raybould s'est retrouvée aux anciens combattants. Et on devrait recevoir des nouvelles informations sous peu, hein, je présume. Justin Trudeau va témoigner là, en avant-midi à propos de toute l'affaire SNC-Lavalin. Donc, on attend de savoir ce que le premier ministre a à dire sur tout ce dossier-là. Selon des sources haut placées chez les libéraux, on dit que Justin Trudeau serait peut-être prêt à avouer qu'il y a eu des pressions un peu trop fortes sur Jody Wilson-Raybould pour la faire parler.
mais ça reste à voir, là, ça va se dérouler dans les prochaines heures. Dans les prochaines heures, on va avoir plus d'informations pour vous, chers auditeurs. Ibsen, le Canadien pourrait mettre fin à une série désastreuse. Le Canadien affronte ce soir les Sharks de San Jose à San Jose. La dernière victoire du CH à San Jose, ça remonte au 23 novembre 1999. Quand même, hein? Ça fait un moment. Ben, là, il y a probablement des auditeurs chez eux ou en voiture qui se disent, bon, non seulement le match va être à 22h30 parce que c'est dans l'Ouest, mais en plus de ça, on gagnera pas. Fait qu'au final, pourquoi est-ce qu'on regarderait le match? Ben, ce soir, il y a Erik Karlsson et Evander Kane, qui sont deux des meilleurs joueurs des Sharks, qui joueront pas. Donc, s'il y a un match où c'est permis de rêver, c'est ce soir. Donc, si je comprends bien, parlant de rêve, le Canadien, il y en est où dans les séries en ce moment, Ibsen? Actuellement, il y a 4 équipes séparées par à peine 2 points qui se disputent 3 places. C'est les Hurricanes de la Caroline, les Penguins de Pittsburgh et le Canadien qui ont actuellement 79 points. Viennent ensuite les Blue Jackets de Columbus avec 77 points. C'est très serré, tous les matchs sont importants. En plus de ça, personne ne veut vraiment finir 8e parce que ça signifierait affronter le Lightning de Tampa Bay qui domine outrageusement la Ligue. Donc, on va leur souhaiter bonne chance ce soir. Oui. Oui. Ils vont en avoir besoin. Chers auditeurs, on a passé vite dans nos bonnes nouvelles matinales, hein, mais n'hésitez pas à nous faire part de vos bonnes nouvelles à vous, celles qui ont ensoleillé votre journée. On aime ça vous entendre, on aime ça que vous les partagez sur notre page Facebook, donc la page Facebook Debout Montréal avec le mot-clic Debout Montréal en un mot. Ibsen et William se font un grand plaisir de lire et de vous commenter sans hésiter. Maintenant, passons à la chronique, notre chronique habituelle, donc la chronique Les deux côtés de la médaille. Donc, cette chronique où mes deux collaborateurs explorent un sujet sous toutes ses coutures et aujourd'hui, ils ont le goût de vous parler d'aide humanitaire. Ben, vous savez, Sarah, moi, parfois, dans la vie, je prends le métro. J'ai mon auto, mais parfois, j'aime ça prendre le métro. Ça me permet d'écouter ma musique, de lire mes livres. Et j'ai pris le métro la semaine dernière et j'ai été abordé par des gens en dossard blanc qui m'ont proposé de donner de l'argent pour de l'aide humanitaire. Alors, vous me connaissez, évidemment, j'ai donné de l'argent. Ensuite, on s'est rencontrés au bureau, j'étais tout fier, j'ai dit, j'ai fait une bonne action et tout. Et là, c'est là que Ibsen m'a dit que j'aurais pas dû donner et qu'il y avait des réserves par rapport à l'aide humanitaire. Et c'est là qu'on s'est dit, on va faire notre chronique aujourd'hui sur l'aide humanitaire. À mon avis, c'est essentiel d'aider les pays. On peut penser à Haïti. En 2010, le Canada a donné 850 millions de dollars à Haïti pour les aider à se reconstruire. On peut penser aux casques bleus aussi qui font beaucoup dans les autres pays. Et selon l'ONU, refuser de l'aide humanitaire, c'est considéré comme étant un crime contre l'humanité. Donc, je me demande vraiment pourquoi on pourrait être contre l'aide humanitaire, mais ça, je laisse ça à Ibsen. Bon, avant tout, j'aimerais ça pas avoir l'air d'un sauvage et spécifier que je trouve que l'aide humanitaire, c'est une bonne idée. Ça, c'est sûr à 100%. Cependant, c'est souvent mal pensé et mal exécuté. C'est clair que, bon, dans le cas d'Haïti, offrir l'argent, c'est clairement c'est un bon geste, ça vient d'un fonds qui est noble. Mais offrir, dans les autres cas, quand on offre une technologie sans le savoir-faire nécessaire, ou si on fait juste donner de l'argent aveuglément, au final, tout ce qu'on fait, c'est on asservit les gens et les pays qui reçoivent, on les asservit économiquement ou même technologiquement, parce qu'après ça, ces personnes-là n'ont pas les capacités d'entretenir ce qu'on leur a donné. C'est démontré que l'éducation, c'est ce qui rapporte le plus. Même au niveau interne, que ce soit au Québec, au Canada ou dans les autres pays, les gens adorent miser sur l'éducation parce qu'ils savent qu'à long terme, l'éducation égale autonomie, puis c'est ça qu'on recherche. Fait que c'est un peu c'est cette même optique-là que j'aimerais voir au niveau de l'aide humanitaire. L'idée, c'est d'aider, mais de plus se centrer sur ce dont les pays ont besoin pour aider de la bonne façon. Ben c'est ça, parce que ce qu'on veut, ultimement, c'est pas qu'ils deviennent dépendants de notre technologie ou de notre savoir-faire. Ce qu'on veut, c'est qu'ils puissent être bien par eux-mêmes. C'est ça le but de l'aide. Messieurs, merci beaucoup pour cette chronique. Il y a un auditeur qui vient nous signaler en fait qu'il y a un ralentissement sur la ligne verte direction Angrignon, donc on va vous tenir au courant des prochains débordements. On ne sait jamais qu'est-ce qui peut se passer, mais sur les autres lignes, la ligne bleue, la ligne jaune et la ligne orange, sachez que tout va très bien de ce côté-ci. Au retour de la pause, on parle exode des Montréalais avec le porte-parole de la ville de Montréal, Maxime Sarrazin. Donc, on se rejoint après la pause dans 30 secondes. Semble qu'on serait dû pour partir dans le sud. Je m'ennuie de la chaleur des Caraïbes. Pas toi, mon amour? Ben, pas besoin de partir dans le sud pour ça. J'ai des bancs chauffants dans mon auto. Ah, t'es niaiseux.
J'ai le goût de prendre des longues marches sur la plage avec toi. Chérie, si tu veux du sable, j'en ai tendu hier dans l'entrée. T'es sérieux? Mais non, les billets sont achetés, on part en fin de semaine. Merci, mon amour. Voyagebergeron.com est votre site par excellence pour réserver vos voyages dans les Caraïbes. Il est 6h40 pour ceux et celles qui viennent de se joindre à nous. Vous écoutez présentement Debout Montréal sur les ondes du 98.5 FM en compagnie d'Ibsen Péperol et de William Blaney et moi-même, Sarah Villemer. Alors que l'exode des familles vers les banlieues se font de plus en plus sentir depuis quelques années, la mairesse de la ville de Montréal, Valérie Plante, est en mode séduction avec les Montréalais afin d'atténuer la situation. Pour nous éclairer sur le sujet, nous recevons en studio Monsieur Maxime Sarrazin, porte-parole pour la Ville de Montréal en matière d'urbanisme. Monsieur Sarrazin, merci d'être avec nous en studio. C'est un grand plaisir d'être avec vous. Monsieur Sarrazin, l'Institut de la statistique du Québec a publié un rapport hier démontrant un exode significatif vers la banlieue, soit le 24 000 Montréalais qui ont quitté la ville en fait entre juillet 2017 et juillet 2018. Quelles ont été les réactions du côté de la mairesse Plante par rapport à ça? C'est certain qu'on peut pas se mettre la tête dans le sable. On comprend que cette situation-là est quand même préoccupante. Toutefois, on tente aussi de miser sur le positivisme dans cet élément-là parce qu'on a quand même 35 970 citoyens qui ont décidé de venir s'installer à Montréal dans les dernières années. Vous savez, cet exode vers les banlieues est quelque chose qui est fréquent dans les dernières années, surtout parce qu'on a une ville qui est en changement, une ville qui est en mouvement. Et ça, c'est très important de tenir ça en considération. Il y a beaucoup d'éléments au niveau de la ville de Montréal. Oui, qu'est-ce que vous voulez dire, une ville en mouvement? Là? C'est quoi vos éléments que vous voulez vous savez, on a énormément d'investissements présentement au centre-ville. Vous le savez, les investissements sur Sainte-Catherine, la revitalisation de la rue Saint-Denis, entre autres. Alors, c'est sûr que ça crée les fameux cônes oranges. Donc, on sait que vous en parlez principalement régulièrement. Oui. Mais ces choses-là amènent la ville à être en mouvement et en restructuration. Donc, c'est sûr que pour les familles, il y a cette optique de pas vouloir attendre que la ville termine ces éléments-là. Mais tout se fait dans cette espèce de continuité. Puis ça, c'est très, très important de comprendre la lignée vers où on s'en va. On a annoncé en tant qu'administration le désir de vouloir implanter 12 000 nouveaux logements sociaux et abordables. Et ça, c'est très, très important pour nous de cibler cette action-là. Et ça doit se faire d'ici 2021. Donc, tout ça est dans un processus qui est très important de mettre en place. Mais outre la mise en place de ces programmes à l'accès à la propriété, là, on peut dire que le problème des années reste principalement le même, le manque de disponibilité de terrain et le prix des propriétés. Donc, comment vous allez faire pour contrer ça dans les prochaines années, là, dans l'immédiat? Là? C'est certain que Montréal est une île, hein, il faut se le rappeler. Alors, on peut pas créer des nouveaux terrains. Par contre, on a mis en place et on met en place des structures pour pouvoir prendre la possibilité d'aller acheter des terrains, par exemple. Il y a des berges tout près des centres qu'on va pouvoir acheter grâce à notre nouvelle politique d'investissement massif en termes de parcs et de réfection, en termes de plans d'eau. Alors, tous ces terrains-là, on va essayer de se les approprier. La seule chose, c'est qu'on ne peut pas non plus, on ne peut pas créer des espaces où on va... Quand il n'y en a pas. C'est ça, quand il n'y en a pas. Exactement. Donc, ce qu'il faut prendre en compte, c'est qu'on va miser massivement sur l'espace qu'on a actuellement et on va rendre accessible le plus possible la propriété. Vous savez, à Toronto et puis à Vancouver, c'est pratiquement impossible pour une famille de pouvoir acheter une résidence. On vit pas encore ça à Montréal et on est chanceux. On peut encore accéder à la propriété et on le fait d'ailleurs avec notre programme d'aide à l'acquisition de la propriété, accèscondo.org. Alors, les gens qui veulent pouvoir faire l'acquisition d'une première propriété peuvent avoir une subvention, un crédit à l'achat et ça, c'est important de le mentionner. Alors, il y a des éléments qui sont déjà mis en place et on va continuer à aller dans cette optique-là pour pouvoir, aider le plus possible à l'implantation de la résidence à Montréal. On a un exode en ce moment, mais pensez-vous que c'est les familles montréalaises, ils quittent Montréal étant donné que la ville n'est peut-être pas nécessairement adaptée pour les familles et n'est pas attrayante? J'irai pas jusqu'à dire que ce n'est pas attrayante. C'est sûr que pour les gens qui désirent avoir 8500 pieds carrés de terrain avec une bâtisse neuve, c'est peut-être un petit peu plus difficile de le faire à Montréal, puis on peut pas se le cacher, la réalité étant ce qu'elle est. La seule chose, faut pas oublier que ce choix-là d'aller en banlieue vient aussi avec un gros désavantage. Les gens vont devoir vivre avec une certaine portion de trafic puis de difficultés
de voyagement lié à ce nouvel emplacement-là. Puis peut-être que cet élément-là n'est pas nécessairement pris en compte. On sait que de vivre à côté de son lieu de travail, puis on sait que Montréal est le pôle de travail le plus important au Québec, et c'est toujours le cas. Travailler en banlieue, ça veut souvent aussi dire travailler pour un salaire moindre. Alors, de pouvoir avoir accès aux meilleurs emplois et aux meilleures entreprises, c'est un élément fort important pour Montréal, et on pense que cet élément-là va devenir aussi un élément attractif pour les familles, mais aussi pour les travailleurs. Mais justement, M. Sarrazin, là, vous parlez de ça justement, mais en ce moment, les gens s'en vont vers les banlieues, sauf que là, on voit qu'avec le REM, l'amélioration des transports en commun, est-ce que vous pensez que la Ville de Montréal est prête à ce que les gens... dans le fond, viennent travailler, dans le fond, parce que là, il va y avoir encore plus d'engorgement de la circulation. On voit, on a vraiment de la difficulté en ce moment avec le pont Champlain, le pont Tunnel. Est-ce que ça va être de plus en plus difficile ou vous êtes prêts à vous adapter avec cette grande exode-là et justement que les gens viennent travailler à Montréal? Vous savez, je pense qu'il y a toujours une question d'équilibre. Puis votre question est très importante, mais surtout très intéressante. Vous parlez de problèmes avec les ponts, etc. C'est pour ça que nous, ce qu'on souhaite développer puis qu'on souhaite mettre en place, c'est une économie verte, mais aussi l'implantation de transport en commun. On a parlé de la ligne rose. Et alors, ce sera notre champ de bataille avec, entre autres, le gouvernement Legault présentement. Ce sera là-dessus qu'on va vouloir aller chercher le plus d'emprise, donc pouvoir permettre aux gens de sortir et de voyager le plus facilement à Montréal. Il y a un élément que vous n'avez pas touché non plus. Le transport en commun présentement fonctionne bien. On parle beaucoup du métro, mais avez-vous déjà pris l'autobus présentement à Montréal? C'est probablement le transport le plus simple et le plus facile à aller chercher. Et il est sous-utilisé présentement. Les gens oublient que le système de transport par autobus fonctionne et il est super efficace. Monsieur Sarrazin, merci de nous avoir éclairé sur le sujet. On vous souhaite bonne chance avec tout ce problème d'exode. On va suivre ça de très près. Merci d'avoir été avec nous en studio. C'est un immense plaisir. À bientôt. Donc, on le rappelle, Monsieur Sarrazin, député porte-parole, en fait, pour la Ville de Montréal en question d'urbanisme. Fort intéressante comme entrevue. On a le goût de vous entendre, hein, comme à l'habitude, suite à ces entrevues-là. On fait toujours des lignes ouvertes, donc on va les ouvrir dans les prochaines minutes. Donc, n'hésitez pas à nous appeler dès maintenant au 514-790-9850. Mais avant tout, je vais me retourner vers mes collaborateurs et je vais savoir qu'est-ce que vous en pensez. Mais je pense que, William, tu as une question pour les auditeurs. J'ai la question pour les auditeurs qui est: préférez-vous élever une famille en banlieue ou à Montréal? Donc, vous avez bien entendu la question. Préférez-vous élever votre famille en banlieue ou à Montréal? La question est ouverte dans les airs, donc on va s'en venir prochainement dans les lignes ouvertes. Mais avant tout, William, qu'est-ce que tu as pensé de l'entrevue? Justement, je crois que tu as amené un point important avec le REM. Le transport vers les banlieues va devenir de plus en plus efficace et je crois que ça va être difficile pour la Ville de Montréal de convaincre des gens de rester, à moins que ces gens-là soient des gens qui apprécient la ville, qui apprécient la proximité. Et oui, le transport en commun est efficace à Montréal, mais à quel point les gens vont vouloir se départir de leur auto et de leur mode de vie, ça reste à voir. Je crois que c'est peut-être plus dans l'aménagement de la ville en elle-même, plus de parcs, plus de piscines. C'est peut-être là qu'il faut aller voir, plus que le transport en commun puis l'ARM. Effectivement, c'est une bonne réflexion, William. Ibsen, de ton côté. Ce que j'ai retenu de ce que M. Sarrazin a dit, dans le fond, c'est qu'à Montréal, il y avait peut-être des meilleures conditions de vie, mais comme vous l'avez mentionné, le REM permet aux gens qui vivent loin de venir travailler ici quand même à l'intérieur de 30 minutes, 1 heure. Donc, je pense que c'est malheureusement une bonne condition de vie. Ça les empêchera pas d'aller vivre à l'extérieur. Montréal perd un de ses avantages avec le REM. Les lignes sont ouvertes. On vous écoute. Bonjour. Bonjour, Philippe. Ça va bien? Ça va bien vous-même? Je vais très bien, merci. Écoutez, c'est super intéressant, mais moi, la réalité, c'est que je peux pas me permettre de vivre à Montréal. Je l'ai fait quand j'étais étudiant, mais j'ai pas les moyens de m'acheter une maison, là. C'est pour ça que je suis déménagé en banlieue. Puis en banlieue, c'est pour le même prix. J'ai une maison avec un entrée, un garage, tandis que j'aurais pu juste m'acheter un condo tout petit, là. Tu sais, moi, j'ai des jeunes enfants, puis c'est pas adapté. Mais là, le gros problème avec ça, c'est que je suis pogné dans le trafic. Mais non, on comprend parfaitement. On comprend votre situation du fait que c'est beaucoup plus rentable pour vous de vivre en banlieue. Et est-ce que vous travaillez à Montréal présentement? Oui, moi, je travaille à Montréal, puis ça me prend quasiment plus d'1 heure aller, 1 heure retour. Je perds du temps dans le trafic, puis c'est problématique. J'aimerais ça, vivre à Montréal, proche du travail. Mais si je veux une qualité de vie qui a du bon sens, puis surtout pour mes enfants, c'est pas possible, là. Un grand problème. Philippe, n'hésitez pas, continuez à nous écouter. On va essayer de trouver des solutions dans les prochaines semaines pour vous. Merci beaucoup pour votre appel. On passe à un deuxième. Merci Philippe. On passe à un deuxième appel. Mario. Bonjour Mario. Allô. Bonjour Mario. Ça va? Ça va bien vous-même? Ouais, je vais vous poser une question, vous autres, là. Oui, allez-y. Êtes-vous allé voir un show récemment à Montréal?
Oui. Ben, moi, regarde, je viens de Chambly. OK, je suis allé voir le show de Guy Nantel la semaine passée. No joke, j'ai passé plus de temps à me chercher un stationnement qu'à voir le spectacle. Puis, Ouais. tu sais, demandez-vous pas pourquoi les gens ils s'en vont de Montréal, parce que c'est un trou à marde. Le plateau, là, à Fernandez, la construction, les Mon cher Mario, je pense qu'on dévie de la question. On voulait juste savoir si c'était mieux d'élever nos familles en banlieue ou à Montréal. Donc, c'est pas la question à savoir si Montréal, c'est une bonne ville ou quoi que ce soit. Mais merci beaucoup, Mario. Si vous me dites d'installer ma famille, c'est sûr que je vais chercher une bonne ville. Merci, Mario. On va avoir la chance de se reparler un petit peu plus tard. Merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir appelés pour les lignes ouvertes. Donc, on s'en va à la pause. Et autour de la pause, Ibsen et William vont vous parler, dans le fond, des activités. Ils vont vous proposer des activités pour la semaine de relâche qui tire tranquillement à sa fin. Donc, à tout de suite. Semble qu'on serait dû pour partir dans le sud. Je m'ennuie de la chaleur des Caraïbes. Pas toi, mon amour? Pas besoin de partir dans le sud pour ça. J'ai des bancs chauffants dans mon auto. Ah, t'es niaiseux. J'ai le goût de prendre des longues marches sur la plage avec toi. Chérie, si tu veux du sable, j'en ai tendu hier dans l'entrée. T'es sérieux? Ben non, les billets sont achetés, on part en fin de semaine. Ah, merci, mon amour. Voyagebergeon.com est votre site par excellence pour réserver vos voyages dans les Caraïbes.